pour remonter un peu en généralité, à partir de ton travail particulier, il me semble que même si tu réchignes à jouer les politistes ou les géopolitistes, malgré tout, tu proposes à la fois une vision qui me semble particulièrement éclairante et de l'histoire, de la périodisation du régime iranien et de sa structuration. Pour ce qui est de la périodisation, si j'ai bien lu et compris, il me semble qu'il y a 4 phases. La première qui est l'effervescence révolutionnaire elle-même, 79 jusqu'en gros le début de la guerre Iran-Irak. Et ça, c'est quand même, je dirais, ce qui travaille le plus, puisque c'est là où se joue notamment l'arrestation de ta mère et de ta tante. Donc la réflexion sur comment est-ce qu'on passe d'une effervescence révolutionnaire à cette espèce de cristallisation de la République islamique. La deuxième phase, qui est la phase proprement khomeiniste, donc sous Khomeini, qui va donc du début de la guerre Iran-Irak à la mort de Khomeini. Et là, c'est le moment révolutionnaire qui est à la fois la guerre, la mobilisation, l'idéologie du sacrifice, la répression particulièrement violente des oppositions, puisqu'il s'agit de forger la République islamique. Mais en même temps aussi ce projet communiste de répandre le modèle de la révolution islamique, non seulement dans le monde chiite, mais dans le monde musulman généralement. C'est-à-dire c'est un véritable projet révolutionnaire, sinon universaliste, du moins d'expansion illimitée. Oui. Premier moment. Donc deuxième phase. Troisième phase, qui est la phase de stabilisation, de normalisation après la mort de Khomeini, avec évidemment des phases à l'intérieur d'elle, mais où il y a à la fois une espèce de repli et retour nationaliste, puisque le projet révolutionnaire, en tout cas dans sa grande ambition, s'étiole un petit peu. Il y a aussi la solidification et la structuration d'un double régime. À la fois le régime théocratique qui en reste la structure, avec en plus le développement du militaire, du paramilitaire, on y reviendra pour la structuration, mais aussi la construction d'une espèce de façade para-pseudo ostensiblement démocratique, puisque par ailleurs il y a ce jeu d'alternance entre les réformateurs et les conservateurs, il y a des élections, il y a un président, il y a donc cette espèce de double jeu du pouvoir. Troisième phase, qui s'arrête, ou en tout cas explose un petit peu avec l'arrivée de Trump au pouvoir, et surtout la dénonciation de l'accord sur le nucléaire signé par Obama. Et puis là, on entre dans cette quatrième phase, où de nouveau l'internationalisation devient importante, mais cette fois-ci à l'intérieur d'un arc chiite, et cet arc chiite qui, même s'il inclut le Hamas, qui lui n'est pas chiite, s'intitule Axe de la résistance. Et avec la centralité de la question palestinienne dans l'auto-légitimation du régime iranien. Et donc là aussi une espèce de nouvelle accélération de la répression, précisément à la fois suscitée par et répondant au mouvement de contestation et de rébellion de plus en plus violent. Et donc ça, c'est cette quatrième phase. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on est entré dans une cinquième phase ou pas? On ne le sait pas encore, mais en tout cas voilà. Donc ça, c'est pour l'historicité. Pour la structuration, tu parles de ce rapport entre le légal, le paralégal et l'extralégal, donc entre la légalité qui n'est pas que de façade mais qui fonctionne, le paralégal avec les organisations miliciennes, et puis dans ces organisations miliciennes, la possibilité aussi de lâcher la bride à des véritables bandes, d'une certaine façon, qui sont l'extralégal. Donc la question est à la fois, si tu peux revenir brièvement sur les différentes phases et sur la structure, mais aussi, à partir de là, voir comment non pas spéculer, mais en tout cas t'interroger sur comment le moment présent peut faire bouger les choses ou pas. Ouais. Alors, en fait, c'est vrai que cette périodisation,
moi, je la fais plutôt par rapport à uniquement un point de vue très interne à la société iranienne. C'est-à-dire que, et donc là, les plaques tectoniques, elles sont un tout petit peu différentes si on se place vraiment du point de vue de la société iranienne, pour laquelle, par exemple, la question palestinienne n'a pas la centralité y compris elle peut avoir à l'étranger. Il y a en effet la phase du laboratoire politique, c'est-à-dire qu'en 79, personne ne sait, mais y compris Khomeini lui-même. Un historien, Ranj Barghami, qui travaille en Angleterre, a travaillé sur les brouillons de la constitution iranienne et a montré comment est-ce que Khomeini lui-même ne pensait pas pouvoir aller aussi loin dans l'imposition de son architecture idéale d'une théocratie qui donne une puissance très grande institutionnelle au clergé et qui est hyper sécuritaire, verrouillée avec les gardiens de la Révolution, etc. Et qu'en fait, c'est parce qu'il a eu une autoroute, mais notamment aussi du fait que les Occidentaux ont choisi depuis la conférence de Guadeloupe en 78 de soutenir les acteurs islamistes en Iran pour essayer de créer cette espèce de ceinture verte contre le péril de ce qui à l'époque encore sous la guerre froide ils estimaient être le péril rouge. Donc en fait ce laboratoire politique a constitué le moment 79-80 et à la fois se referme très vite, mais à la fois est plein et traversé de plein de mouvements différents, c'est-à-dire que il y a quand même l'élection, malgré le fait qu'il y ait une tendance extrêmement forte comme ça, un verrouillage avec aussi un projet de massification extrêmement fasciste, la création des jeunesses romanistes, du Basij, la mise en spectacle des tribunaux révolutionnaires dès le printemps 79, la guerre au Kurdistan qui est un laboratoire pour la formation des gardiens de la Révolution. Enfin, il y a tout ça. Et en même temps, il y a aussi, par exemple, l'élection du président Bani Sadr, qui est un président, quoique islamiste, il est laïque. Il n'est pas membre du clergé et il porte une ligne différente. Donc, en fait, on est encore dans un champ de force et les choses ne se referment pas si vite qu'on le croit. C'est ça que je pense qu'il est important de garder en tête si on revient et qu'on travaille avec les sources de l'époque. Et c'est ça qui est très difficile parce que une des formes de solidification de la République islamique a été justement d'effacer les traces de sa genèse pour pouvoir imposer son récit des origines, qui est la République islamique et l'héritier exclusif et en quelque sorte naturel de la volonté souveraine du peuple qui a renversé la monarchie du Shah. Et donc pour faire accepter à tout le monde, y compris au peuple iranien et à l'étranger, ce que j'appelle cette fiction du pouvoir, cette fiction des origines, qui n'est pas tout à fait. Je dis pas qu'il y a eu un coup d'État de Khomeini. Hein, il y avait très clairement un enracinement fort, une compatibilité de la société traditionnelle iranienne avec le projet khoméniste, etc. Tout ça est absolument vrai, mais on a quand même une reconstruction de la généalogie qui passe, de la jeunesse de la République islamique, qui passe par la destruction des traces qui disent le contraire et des êtres qui incorporent, qui incarnent le contraire. Donc on supprime les êtres et on supprime les documents. De ce moment, et moi, tout mon travail récent consistait à aller glaner ce qu'il restait d'archives fragmentées, ce qu'il restait d'archives décimées, qui permettaient de réécrire ou d'écrire une autre histoire de ce moment d'ouverture révolutionnaire. Et puis, c'est à ce moment-là que se met en place cette espèce de
ruban de Mobius, c'est-à-dire de nœud dans lequel il n'y a pas un bord interne, institutionnel, légal de la République islamique et un bord externe d'un régime militaire, milicien, avec une violence qui est une espèce de débordement qui serait mal contrôlé par l'interne. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment l'interne et l'externe en fait n'arrêtent pas de passer l'un dans l'autre. Enfin, on est légal et puis ensuite on est paralégal et puis ensuite on est extralégal et tout ça parfois les mêmes acteurs occupent des positions différentes et ce nœud-là est fondamental pour comprendre la constitution du pouvoir iranien et aussi la façon dont il présente un visage différent à chaque fois qu'on l'attaque d'un côté. Donc, si on fait une campagne pour recueillir 1 million de signatures pour changer les lois de ségrégation de genre inscrites dans la constitution iranienne, on va avoir affaire à des miliciens qui viennent, qui attaquent, qui détruisent les bureaux, voilà, de la détention administrative des militantes féministes, etc. Si au contraire, on est dans une dénonciation des acteurs du Hezbollah comme étant une violence de rue qui sème la terreur au profit de la République islamique, on est face à des institutions qui disent nous n'avons rien à voir avec eux. D'ailleurs, nous allons commissionner un rapport d'enquête. Le Hezbollah iranien, qui était ces milices en fait créées dès 79 et qui étaient très liées au réseau des mosquées, lui-même investi par le clergé combattant qui avait été formé et financé par Khomeini durant son exil à Najaf. C'était des très jeunes, voilà, des très jeunes mollahs à l'époque. Et donc cette façon d'articuler le légal institutionnel avec la légitimité d'une république islamique à laquelle quand même 98% des Iraniens ont accordé un vote de confiance en mars 79. Mais il y a un chercheur que j'aime beaucoup, Mehrdad Varabi, qui travaille actuellement sur la question du référendum et de ce choix référendaire qui était celui de Khomeini. C'était son premier coup de force. C'était un coup politique assez remarquable, mais qui a permis en fait d'ancrer une légitimité de la République islamique en disant tout de suite le peuple a voté pour nous. Nous sommes donc en fait c'est une double légitimité de la souveraineté qui est à la fois divine. Puisque le guide suprême, c'est le représentant de l'imam caché et de l'imam du temps sur terre, et puis qui est extrêmement populaire, cette souveraineté, puisque c'est une république adoubée par le peuple, et c'est la volonté souveraine du peuple révolutionnaire. Et donc, à partir de cette construction-là, se met en place ce régime de terreur qui va en effet durer 10 ans et pour lequel la guerre contre l'Irak qui a été continuée. Et donc ça aussi, c'est un enseignement qu'on peut avoir, c'est que en effet, la République islamique, on a affaire à un pouvoir théocratique et sécuritaire qui se maintient par la guerre et qui existe par la guerre. Donc la guerre n'est pas une catastrophe pour ce pouvoir, c'est aussi un régime de vie, de survie, de réinvention, de reconfiguration. Et donc, à travers cette guerre qui est maintenue pendant 8 ans, on a une terreur qui se met en place et une suppression totale de l'opposition à l'intérieur. Et également... moi, c'est un pouvoir que je qualifie en effet de fasciste de par plusieurs caractéristiques. Justement cette articulation du légal, de l'extra-légal, du paralégal. Le fait qu'il y ait une armée des gardiens de la Révolution qui existe en parallèle à l'armée traditionnelle et qui soit un pouvoir à la fois policier, sécuritaire, de renseignement et militaire. Ce qu'on retrouve dans l'Allemagne nazie avec les SS. Le fait qu'il y ait ces jeunesses khoménistes qui sont vraiment plusieurs millions de jeunes qui sont utilisés par les gardiens de la Révolution comme infanterie, comme char à canon, et qui maille également la société iranienne de tout un réseau de surveillance. Et c'est une jeunesse idéologisée, extrêmement endoctrinée. La façon dont le corps des femmes est utilisé et la façon dont la figure de la citoyenne iranienne est réinvestie comme une figure de mère qui va donner des enfants à la patrie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort et qui est très fascisant après la République islamique. La dimension
charismatique du pouvoir, y compris le système économique, qui est cette espèce d'économie de marché, d'économie nationalisée, d'économie de guerre, extrêmement clientéliste. Et d'autre part, la requalification des opposants et des minorités en ennemis. Et ça a été totalement permis par la guerre. On n'avait plus affaire à des adversaires politiques, mais à des ennemis de Dieu, des ennemis de la nation. Et c'est à la faveur de cette décennie de terreur extrêmement brutale, extrêmement violente, plusieurs centaines de milliers de morts sur le front de la guerre, qui était une guerre de tranchées, comme aujourd'hui on en connaît en Ukraine, et puis plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de morts au sein des prisons, avec de la torture à large échelle, et un travail d'ingénierie des affects et des valeurs. Moi, j'ai travaillé sur la question, forcément, de par aussi mon expérience personnelle et mes souvenirs et les documents auxquels j'avais accès. J'ai travaillé sur la question des mères en prison, et c'était très important, puisqu'on avait des femmes qui avaient été des révolutionnaires, qui étaient à la fois musulmanes et féministes, comme c'était le cas de ma mère. Et puis, finalement, la façon dont elles étaient traitées en prison, comme prisonnières politiques, moi, m'a permis de comprendre, au-delà de la répression et de la suppression de l'opposition, comment est-ce que les face-à-face mise en scène entre les autorités pénitentiaires et les familles des prisonnières, en présence des prisonnières, permettaient de faire accepter à tout le monde certaines valeurs, certaines conceptions. Et là, on avait vraiment c'était de l'ordre de l'ingénierie des valeurs et du gouvernement par les affects, et notamment, donc, instituer cette idée que le rôle de la femme, c'est celui d'une mère, et de produire des enfants et d'être dans la sphère domestique. Donc ça, c'est bien sûr. Donc elle n'a rien à faire dans l'espace politique. Mais d'autre part, il y a une autre dimension très importante, c'est que on demandait à ces mères prisonnières et à tous les prisonniers plus largement de se repentir. Et ça, c'était très important. Il fallait se repentir, il fallait faire des confessions forcées. Aujourd'hui encore, après les 8 et 9 janvier 2026, il y a eu des confessions forcées qui étaient passées en boucle sur les chaînes télévisées, alors même que les Iraniens n'avaient plus accès à Internet. Et ces confessions forcées, en fait, au-delà du discours et de la terreur, parce qu'on voit bien que les gens sont torturés, donc c'est un spectacle, ils disent une chose, c'est que ils mettent le prisonnier face à un dilemme qui relève de sa responsabilité et de son choix personnel et individuel. Et en fait, ils font disparaître cet espace-là qui est un espace de décision collectif et l'espace du collectif. Donc la trajectoire du prisonnier politique en prison devient une trajectoire ultra individuelle, et ce sont des choix et des dilemmes moraux dont la responsabilité revient au prisonnier ou à la prisonnière. Repens-toi pour pouvoir sortir et t'occuper de tes enfants. Et dans ce dilemme moral, on individualise un parcours. Alors que si on se place du point de vue des prisonnières, repens-toi, ça veut dire quoi ? Ça veut pas seulement dire faire un entretien devant une caméra, ça veut dire donner des noms, ça veut dire démoraliser les camarades. Donc si on se place à un niveau collectif où s'est forgé le laboratoire politique de la révolution iranienne, si on se place à ce niveau collectif-là, le jeu est injouable. Mais tout l'art de la terreur a été de convaincre les familles, la société plus largement, et parfois les prisonnières elles-mêmes, que le jeu était jouable et que, en fait, il s'agissait bien d'un dilemme ou d'un choix. Et à partir de là, il y a eu cette façon qu'a eu la République islamique de vider la révolution de 79 de tout son potentiel politique, de tout son héritage politique, qui était justement la puissance du collectif quand on se soulève. On vide ça et on recrée ce sujet hyper individualisé, gouverné dans cette espèce de chantage violent que lui fait l'État. Et en même temps, on se pose comme l'unique héritier de la révolution de 79. Et ce double mouvement, se poser comme héritier exclusif de la révolution, tout en vidant la révolution de sa dimension révolutionnaire, ça a été l'œuvre de la République islamique, à travers lesquelles s'est créée cette identité républicaine islamique qui a existé
On peut pas dire qu'elle n'a jamais été là, même si aujourd'hui elle n'est plus là. Ou elle est là pour une infime fraction de la population. Et donc ça, c'était les années de la terreur. Et ces années de terreur ont permis finalement de créer, de forger cet espace politique qui sera celui traversé des lignes rouges dont je parlais tout à l'heure, un espace politique où la contestation va passer par le réformisme et par cette idée, donc le slogan de campagne du président réformiste Khatami, c'était prudence, patience, modération, et donc c'était quelque part une façon d'internaliser tout en le subvertissant, enfin tout en le mettant au service d'une demande de démocratie, mais d'internaliser, d'intérioriser, de métaboliser les règles du jeu, cette ingénierie des affects et des émotions qui s'est déroulée, qui a eu lieu au cours de la décennie 80. Et donc, il y avait cette idée que d'être en opposition frontale avec l'État iranien, c'était une forme de folie, d'immaturité, d'irresponsabilité, et que les opposants politiques, en fait radicaux, étaient responsables, co-responsables de la violence qui s'abattait au sein de la population. C'est un discours que moi j'ai pu retrouver, même si je pense que Trump et Reza Pahlavi ont une responsabilité absolument indéniable dans les massacres des 8 et 9 octobre, dans la façon dont ils ont encouragé la population iranienne à descendre dans la rue, en laissant penser qu'on était dans un jeu à plusieurs acteurs et qu'il y avait donc ces acteurs puissants qui étaient derrière, ce qui n'était pas le cas. Mais malgré ça, la façon dont le guide suprême Khamenei est arrivé le lendemain même de ces massacres en disant c'est la faute de Trump, on le tient pour responsable de ces massacres, ça réactive en fait un discours de propagande qui a fonctionné pendant très longtemps en Iran et qui était de dire de toute façon l'État, c'est un bulldozer qui roule et qui écrase tout sur son passage, toute alternative, tout ce qui n'est pas républicain islamique, et que la faute du crime, du meurtre, de la mort, de la suppression revient à celui qui se trouve sous les roues de ce bulldozer. Donc en fait, nous, c'est comme ça qu'on opère, et en fait, la responsabilité vous vient à vous, qui vous mettez face à cet appareil de mort, qui est légitime par ailleurs, et qui a un visage démocratique, comme tu le rappelais. Et donc ça, c'est l'ouverture de ce moment réformiste, qui va commencer en 91 avec la reconstruction. Et notamment, par exemple, le fait que le président Rafsanjani va développer une multitude d'universités privées en parallèle avec les universités publiques pour faire face justement à l'entrée dans le secondaire, enfin dans les études supérieures de cette multitude de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont été formés dans les écoles de la République islamique et qui va produire cette société iranienne hyper éduquée qu'on connaît aujourd'hui. Et donc cette période réformiste, moi je la ferai durer jusqu'en 2009, à peu près. Parce qu'en 2009, et dès le début, il y a cette tension entre un pouvoir, on pourrait dire un deep state, mais vraiment un État sécuritaire et théocratique autour du guide suprême et des gardiens de la Révolution, cet État-là continue à assassiner à l'étranger. Notamment, il y a des assassinats d'intellectuels, les assassinats à la chaîne en Iran, extrêmement violents. Les gens sont égorgés, tués de multiples coups de couteau. Enfin, c'est vraiment la politique de la cruauté, mettre en spectacle cette violence extrême pour effacer toute alternative, tout en imprimant ces frontières-là sur le corps et dans l'esprit des Iraniens, à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc ça avait déjà lieu pendant la période réformiste. Cet État, ce noyau dur sécuritario-théocratique est là, mais c'est en 2009 que la contradiction va amener jusqu'à une reconfiguration encore du rapport entre société et État, là où les demandes démocratiques des Iraniens
et notamment leur contestation des résultats des élections qui avaient vu la victoire du président conservateur Ahmadinejad face au réformiste Miroslav Moussavi. Et donc c'est un projet réformiste. Hein. Donc surtout on ne conteste pas la République islamique, on veut l'ouvrir à l'intérieur du cadre de la théocratie. Et ce projet-là a été cette demande de démocratie et ces manifestations monstres du mouvement vert où des millions de personnes en fait sont descendues dans la rue a été réprimée de façon extrêmement violente par des disparitions forcées, des centres de détention secrets, des exécutions et des tirs à balles réelles sur la foule. Et donc là, on était revenu sur des techniques de pouvoir violents qui étaient ceux de la décennie 80. Mais comme, justement, les lignes rouges, comme toute cette genèse violente de la République islamique a été effacée par une sorte de pli où la violence originelle est cachée sous cette fiction du pouvoir légitime, légal, etc., eh bien, la société civile iranienne s'est retrouvée un petit peu, la société civile réformiste, hein, les jeunes qui étaient pas nés en 79, se sont trouvés complètement démunis, en se disant mais on savait pas on n'avait aucune idée que l'État pouvait agir comme ça. Et moi c'est ça qui m'a poussée en fait à publier, je me rappelle à l'époque, le cahier d'Aziz, parce que je me suis dit mais en fait cet oubli là, c'est pas qu'une question de se dire que j'ai envie que l'histoire, que mon histoire aussi fasse partie de l'histoire collective, c'est pas qu'une histoire de passé, c'est vraiment la question du champ des possibles au présent et donc de stratégie pour le futur. Et cette période réformiste va petit à petit s'effilocher, enfin très violemment en fait s'effilocher, avec une exclusion des acteurs réformistes du jeu politique. Et donc l'échiquier politique qui se déplace complètement à droite, avec une figure conservatrice qui avait été une figure extrêmement répressive lors des manifestations étudiantes de 1999, celle de Rouhani, qui va devenir un modéré. Et depuis, on a le président Ahmadinejad de l'époque, ancien gardien de la Révolution, conservateur, qui est devenu une figure d'opposition récemment. Donc on a ce glissement de l'échiquier politique. Et en fait, c'est par leur exclusion politicienne, on va dire, de la scène politique et le fait que les réformistes ne peuvent plus incarner aucune promesse de changement pour la société iranienne, parce qu'ils sont impuissants politiquement, ils se sont fait exclure. Et on a compris au terme de cette crise de 2009 que c'était vraiment le guide suprême qui tenait les rênes et non pas le président. C'est au terme de ça que le réformisme va perdre son hégémonie comme force de contestation. Et donc c'est cette époque-là qui commence en 2009 et qui se poursuit jusque, en effet, 2017 à peu près. Et en 2017 commence une période, moi, dans laquelle je situe, du point de vue de la société iranienne, hein, dans laquelle je situe le présent iranien, mais je ne sais pas ce qu'il en sera demain. C'est ce divorce entre société et État, qui est petit à petit devenu un conflit entre société et État, une guerre et un divorce où finalement la société iranienne a petit à petit s'est dégagée de ce statu quo, de ce pacte, donc la prudence, la patience, la modération, a abandonné l'idée de pouvoir réformer la République islamique à l'intérieur des cadres de la théocratie, s'est ressaisi de l'entêtement, de l'opposition radicale et du refus comme des valeurs politiques qui sont des outils de résistance. Et c'est comme ça que moi je lis le fait d'enlever son voile et de le brûler en public. C'est opposé à l'État sur le champ, sur le terrain des émotions. Et des affects collectifs, c'est-à-dire que là où il y avait une grande fragmentation, la production d'une indifférence, notamment par rapport au sort des exécutés et des prisonniers politiques, il y a eu des formes on a cultivé l'empathie, on a cultivé la solidarité, on a cultivé le lien pendant un certain moment. Il y a d'autres forces dont j'aimerais parler aussi, par exemple la question du suprémacisme, qui viennent complexifier tout ça, et c'est pas une histoire qui est toute rose. Mais suprémacisme, c'est-à-dire ? Je pense que la société iranienne est arrivée donc entre 2017 et 2023 à faire aboutir une position de conflictualité avec l'État où elle refuse le fait que la République islamique égale l'Iran.
Donc elle remet en cause cette identité nationale, elle refuse les valeurs et elle leur oppose les valeurs de confrontation et d'entêtement, et elle refuse les affects de fragmentation et d'atomisation. Et ça, c'était le tournant Femme, Vie, Liberté. Ce qui se passe, c'est que en héritage, enfin, l'après Femme, Vie, Liberté, l'après soulèvement, la société dans cette séquence, il me semble que la société iranienne, qui est devenue transnationale, qui était transnationale à ce moment-là, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, du fait notamment des coupures d'internet, donc on a et de la guerre et de la façon dont la guerre introduit des différences d'expérience tellement profondes entre ceux qui la vivent et ceux qui ne la vivent pas le temps de la guerre et ceux qui ne sont pas dans le temps de la guerre, que de toute façon on n'a plus cette société iranienne transnationale qui existe encore il y a quelques années. Mais il me semble que la proposition politique de Femme, Vie, Liberté était une proposition construite et forte, et que depuis lors, la société iranienne se trouve en proie à la question du suprémacisme qui la travaille, et c'est celle que je vais développer, et qui la confronte à de multiples dangers. Et je pense que c'est ce qui l'affaiblit. C'est vraiment pour moi le point faible de la société iranienne, sa fragilité, sa vulnérabilité à la fascisation, parce qu'elle est vulnérable à la fascisation, vient vraiment de cette question du suprémacisme. C'est-à-dire que le soulèvement Femme, Vie, Liberté a rendu clair une réalité iranienne, qui est que c'est une mosaïque ethnique et nationale, mais aussi religieuse, même si le chiisme est largement majoritaire, mais la société est aussi largement séculière maintenant. C'est une mosaïque ethnique et nationale. C'est une société où la longévité, la puissance, l'inventivité de la société des groupes féministes et du féminisme iranien ont profondément modifié la place des femmes dans la société, ont profondément modifié les façons de lutter de toute la société civile, qui sont des outils hérités des luttes féministes. Et donc cette société-là a été retravaillée dès le moment d'ouverture de Femme, Vie, Liberté, et donc où se posent des questions stratégiques. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à lutter pacifiquement face à un État armé jusqu'aux dents? Et donc il y a eu une contre-proposition qui était celle d'un nationalisme iranien. Celle d'un nationalisme iranien pour qui la chose la plus importante, c'était les frontières, l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale de l'Iran. Et qui se reposait aussi depuis un héritage nationaliste extrêmement masculin, extrêmement historiquement masculin, et dans la domination perse sur toute cette mosaïque ethnique et nationale. Et donc en fait, on s'est recentré sur le centre, si je peux dire. On a écarté les marges, et tout ce qui venait des marges devenait menaçant. Et en fait, Quand tu dis tu veux dire le régime lui-même, ou tu veux dire que c'est plus profond, c'est des mouvements sociaux aussi? Dans la société. Oui, dans la société. Moi, je pense que c'est dans la société. Après, le régime a surfé sur sur ce terrain d'entente potentiel, mais pas vraiment, parce qu'en fait, là, c'est plutôt le projet monarchiste, ou en tout cas un statu quo autour des monarchistes, qui ou de la figure de Reza Pahlavi, le fils du shah destitué Mohammad Reza Pahlavi. Donc c'est autour de cela que se constitue ce contre-projet. Il y avait deux slogans. Il y avait un slogan Femme, Vie, Liberté qui était crié dans la rue en Iran, et assez vite on a eu le contre-slogan. Il y a eu le contre-slogan Homme, Patrie, Prospérité. Et cet Homme, Patrie, Prospérité a d'abord été entonné comme façon d'inclure
les participants, les manifestants hommes, mais il n'y avait aucun besoin de les inclure parce que finalement, le fait de brûler le voile, le fait de crier femme, vie, liberté, c'était se procurer, construire une grammaire de révolte radicale qui servait et les hommes et les femmes. Mais étant donné qu'on était face à un système de ségrégation de genre théocratique, eh bien, on allait s'opposer en criant femme, vie, liberté. Mais homme, patrie, prospérité, cette contre-proposition, finalement, elle est forte, elle s'appuie, elle est nourrie d'un suprémacisme perse, qui est une fierté nationale, une identité nationale de long cours, une façon de relire l'histoire iranienne comme étant liée à l'Antiquité perse, à l'Empire perse, à une façon de penser l'État comme étant majoritairement perse. Donc c'est une identité extrêmement majoritaire, hégémonique, très homogène. Et également suprémaciste, c'est-à-dire que vraiment il y a un sentiment de domination par rapport à d'autres groupes sociaux minoritaires dans le pays, qu'ils soient ethniques ou nationales, ou aussi de domination masculine. C'est un projet monarchiste, avec ce besoin qu'aurait le peuple d'avoir un homme fort. C'est un projet qui est aussi du côté de la force, de la prospérité, etc. Et en fait, ce suprémacisme, à mon sens, fragilise, c'est le vrai défi, il me semble, aujourd'hui de la société iranienne, pour de multiples raisons. D'une part, c'est un suprémacisme qui considère les marges du pays comme des menaces potentielles. Et en fait, tous les mouvements, et notamment les projets politiques qui viennent du Kurdistan, toutes les formes d'organisation qui viennent des marges, le fait que au Sistan-Baloutchistan, on a quand même la seule autorité religieuse qui est antithéocratique, qui est présente, etc. Tout ça, c'est plutôt perçu sous l'angle de la menace et de la peur, et d'une peur qui du coup intime à un repli nationaliste, plutôt que perçu sous l'angle d'une curiosité, de possibles alliances et d'inspiration. Donc ça c'est, je pense, très important. Cette question de considérer les marges, les minorités, tout ce qui ne fait pas partie de cette identité hégémonique comme étant potentiellement dangereux, menaçant. D'autre part, ce suprémacisme, c'est précisément, il me semble, ce qui a empêché une partie des diasporas iraniennes d'être suffisamment alerte, d'être suffisamment prudent face aux récupérations par l'extrême droite du soulèvement Femmes, Vie, Liberté et de la lutte pour l'émancipation du peuple iranien qui dure depuis de très nombreuses décennies, bien avant la révolution de 79. Il y a un mouvement, il y a une révolution constitutionnelle en 1905, il y a une histoire de lutte pour l'émancipation. Et donc, là, tout à coup, le fait de ce suprémacisme-là, je pense, a fait un effet de filtrage assez dévastateur, qui fait que des diasporas iraniennes ne se rendent pas compte du danger d'instrumentalisation par les extrêmes droites, notamment européennes, islamophobes, de la position antithéocratique qui est enracinée dans une demande de liberté en Iran. Donc ça, je pense que c'est cette position suprémaciste qui empêche de clairement poser les frontières et de dire que Femmes, Vie, Liberté ne pourra jamais servir de prétexte à des propos, une politique islamophobe ou des positions d'extrême droite. On ne peut pas être soutenu en fait, par des acteurs et des actrices d'extrême droite. Et donc, si on pousse un peu les choses plus loin, on ne peut pas être soutenu
par l'État israélien qui commet un génocide à Gaza. On ne peut pas être soutenu par quelqu'un comme un gouvernant comme Trump qui met en place un gouvernement fascisant aux États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème du suprémacisme, c'est que cette façon de se considérer différent et d'exceptionnaliser sa singularité au Moyen-Orient fait qu'on n'est pas assez sensible à toutes les autres expériences d'intervention armée qui ont été absolument tragiques dans la région. Donc oui, l'Iran n'est pas la Libye, oui, l'Iran n'est pas l'Irak ni la Syrie, mais il y a quand même, on peut quand même apprendre de l'expérience libyenne, de l'expérience irakienne, de ce qui s'est passé en Afghanistan, et cette sensibilité, cette façon de garder les yeux ouverts sur ce qu'ont donné à chaque fois les interventions militaires sous couvert d'apporter la démocratie dans la région, et de ne pas du tout faire le lien entre ces expériences de l'extra-contemporain, qui sont les mêmes acteurs du complexe industriel d'armement et de l'armée américaine, qui sont les mêmes logiques. Donc peut-être que le peuple iranien n'est pas le même, mais en face, on a quand même des acteurs et des logiques qui sont très semblables. Et donc voilà, donc ça rend, je trouve que c'est un suprémacisme qui est dangereux parce que ça rend la société iranienne aveugle à tout plein d'éléments qui permettraient de réévaluer la situation et de ne pas s'engouffrer dans les illusions d'une guerre de libération qui a été peut-être amplifiée au sein des chaînes des médias transnationaux aussi et à laquelle s'est accrochée une partie de l'opinion iranienne et de la diaspora.